Ah, Pedri, 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 Gavi, Nico. Ça va, hein? Les gars, on est content, hein? On est content. Petite vidéo tranquille, on va essayer de parler un peu de tout et de rien. Vraiment, vidéo tranquille, si vous avez le temps. Suivez-la, ça peut être très intéressant, très cool. Je vous attends en commentaire pour ceux qui veulent me prescrire, me donner des nouveaux concepts, des nouveaux sujets. Si vous avez envie que l'on parle d'un truc en particulier, je vous attends. Mais là, parlons un peu de notre Pedri. Parlons un peu de nos jeunes, parlons un peu de nos joueurs, faisons un peu le tour de ce qui se passe dans notre FC Barcelone. On va commencer par parler des joueurs que nous avons, puis on parlera des autres joueurs. Désolé, j'ai envie de me mettre comme ça, relax, tranquille. Alors, Pedri. Moi, ce qui m'impressionne avec Pedri, que ce soit Pedri, Gavi et Nico, comme vous voulez, ces jeunes-là, c'est qu'ils sont encore très très jeunes, ils ont de la marge de progression, mais ils sont très très matures, et c'est la marque des grands. C'est la marque des grands. Vous savez, les joueurs talentueux, les jeunes joueurs talentueux, il y en a beaucoup. Franchement, il y en a beaucoup. À peu près chaque club a à peu près son joujou, son joyau, son top joueur. Vous voyez, mais est-ce que vous voyez un jeune joueur comme Pedri, un jeune joueur comme Gavi, nous pondre des prestations avec une maturité, avec une certaine sérénité? C'est impressionnant. On arrive à oublier leur âge. Et c'est pour vous montrer que ils ont encore de la marge, ces jeunes-là. Et moi, quand je vois Pedri, vraiment toute proportion gardée, il me fait vraiment penser à Iniesta. Son calme, sa manière d'être, c'est juste incroyable. Je suis impatient, comme je vous l'ai souvent dit, pour pouvoir dire à mes gosses que j'ai vu Pedri jouer. On va se poser vraiment, voir la carrière de Pedri en entier. Ça va juste être magnifique. Maintenant, je voudrais aussi vous parler des autres. Il y a déjà, depuis un moment, il y a Jordi Alba. Il y a Busquets, il y a Piqué. Les indésirables, en fait, ne sont plus si indésirables que ça. Les joueurs qui étaient nos cancers, les joueurs qui étaient ceux qui nous rangeaient, ne sont plus des problèmes. Pourquoi? Le travail de Xavi est vraiment à remarquer, est vraiment à souligner. Ce qui a fait la différence autrefois, lorsque l'on jouait avec ceux-là, ils avaient des prestations, on va dire, correctes contre les équipes moyennes, mais quand on jouait contre les grosses équipes, ou quand on jouait même contre une petite équipe qui nous mettait de la pression, de l'intensité, ces cadres-là avaient tendance à couler. Ils étaient à la base des erreurs fatales pour notre équipe. Alors maintenant, avec Xavi, qu'est-ce qui a changé? Parlons de Busquets en particulier, parce que Busquets était parmi les joueurs les plus décriés, même par moi-même, parce que je trouvais qu'à son poste de numéro 6, il faisait pas assez le taf. Il obligeait Frenkie de Jong à faire un double travail, à courir et pour lui-même et pour Busquets. Il obligeait, à un moment donné même, il y avait Daniel Alves qui allait jouer juste derrière Busquets pour essayer d'être un peu comme une béquille pour lui. Mais est-ce que vous avez remarqué que Busquets devient de plus en plus important et de plus en plus bon, en fait? Pourquoi? Il faut se poser cette question-là. Parce que Xavi, comme il l'a souvent dit, Busquets, lorsqu'il a un bon bloc devant lui, est un joueur superbe. Vous comprenez? Busquets est un joueur qui voit les choses d'en haut, on va dire, d'en haut. C'est un peu comme si on est sur une falaise, qu'est-ce que je raconte? Dans une vallée, vous êtes tous là en bas et moi je suis au-dessus et derrière vous. Ce qui fait que j'arrive à voir les attaques de l'adversaire, je les vois venir, je vois vos réactions et je vois les probables failles, là où il y a peut-être des trous pour que j'intervienne. C'est ça Busquets en fait. Busquets va être derrière et les attaquants et les milieux de terrain qui seront devant lui. Il va être juste derrière là, il va observer l'adversaire, va nous voir presser et va pouvoir juger par le mouvement de l'adversaire où est-ce qu'il doit aller se positionner pour faire l'interception qu'il faut au moment qu'il faut. C'est ça l'intelligence de Busquets. Maintenant, lorsque nous devons en être éparpillés, nos ailiers ne font pas un travail de pressing et deux autres milieux de terrain ne font pas le travail de pressing ou sont peut-être éparpillés. C'est en ce moment-là que Busquets se prend de plein fouet la vague de l'adversaire. Et bien sûr, il n'a plus le coup de rein pour se retourner ou faire des choses. Et même quand on avait un Busquets prime, il n'était pas caractérisé par sa vitesse ou sa capacité à poursuivre l'adversaire puis faire un tacle salvateur. Donc Busquets, c'est ça. Et c'est ça qui a fait que les choses changent. Parce que Xavi a réussi à modeler l'équipe de telle manière que Busquets soit vraiment le
le pion qui se trouve devant la défense de telle manière à ce qu'il ait un regard suffisamment large sur ce qui se passe sur le terrain afin d'organiser ses actions en fait. Et quand tu vois ce qu'il peut faire avec son intelligence, tu te dis Busquets impeccable. Maintenant, bien sûr, tout ça reste mesuré en fonction de l'adversaire, de l'adversité, de l'intensité du match. Vous comprenez que si on joue contre une équipe comme Manchester City ou le Bayern qui pompe en intensité, Busquets à un moment donné ça va fatiguer, il va se fatiguer oui, mais ce n'est plus le Busquets aussi nul, ce n'est plus le Busquets sur lequel on crachait lors de la période Koeman et un peu au début de Xavi. On commence à voir des très bonnes choses de Busquets, de Jordi Alba aussi. Pourquoi? Parce que si vous avez remarqué que ce soit pour Busquets, Jordi Alba ou bien pour Piqué, les failles individuelles sont maintenant corrigées par le collectif. Même si on prend d'autres joueurs comme Frenkie de Jong, comme Pedri qui peut aussi faire des erreurs, comme Araujo qui peut aussi faire des erreurs, comme Ter Stegen, comme qui vous voulez, Ferran, Aubameyang, tous ces joueurs-là peuvent faire des erreurs et vont en faire. Mais aujourd'hui, le collectif est rodé de telle manière à ce que, à la perte de balle, que l'on ait 2 voire 3 joueurs qui pressent de manière instantanée. Ce qui fait que quand un joueur fait une erreur, il n'est pas obligé de faire la course lui-même et les autres vont le regarder. Il y a un pressing qui fait que l'équipe adverse a du mal à sortir le ballon. Maintenant, quand on fait le pressing derrière, le bloc qui est derrière, nous qui voyons la perte de balle, on avance aussi. Ce qui fait que on met un probable adversaire hors jeu, déjà, 1. De 2, on réduit le champ d'action de l'adversaire parce que l'on va se condenser dans une zone pour l'empêcher de sortir. Quand tu vois ça, tu te dis que franchement, Xavi, chapeau. Maintenant, d'un autre côté, il y a, lors du tirage au sort, le président, le vice-président, Just, c'est comme ça que ça se présente, Raphaël Just, je pense, qui dit que le Barça n'est pas trop sûr de signer Haaland. Pour l'instant, c'est compliqué, patati patata. Bref, il n'a pas dit exactement ça, mais il montre quand même de l'inquiétude, entre guillemets. Maintenant, moi, je tiens à dire que c'est un peu normal que le Barça ne crie pas sur tous les toits que on va chercher Haaland, parce que tu augmentes le prix, parce que les autres clubs vont chercher à surenchérir. Vous comprenez? Et on n'a pas encore signé les deals CVC, on est en train de négocier certains contrats à la baisse, il y a des prolongations, donc tu peux pas te mettre à dire on va chercher Haaland et proposer un joueur que tu veux prolonger, non, on te donne 10 balles. Non, vous voyez. Donc on est obligé d'être mesuré dans tout ce que nous faisons. Mais de notre côté, ça peut être vrai que le Barça n'a pas envie de ruiner les caisses du club juste pour Haaland. Parce que Haaland, le transfert pourrait monter selon les médias à 375, 375 si vous voulez, millions d'euros. Et il voudrait un contrat court de 3 ans. C'est n'importe quoi. Sachant que le fair play, patati patata, toutes ces choses, c'est converti en fonction du nombre d'années de contrat. S'il a 300 millions son transfert nous coûte 300 millions, par exemple, sur 3 ans de contrat, on se retrouve avec 100 millions à amortir chaque année. C'est trop, c'est beaucoup trop. Donc c'est vrai que le Barça n'est pas prêt. Et moi, je suis d'accord avec ça. Il ne faudrait pas que l'on aille se ruiner sur Haaland juste parce que c'est Haaland. Même si on n'arrive pas à prendre Haaland, il y aura possibilité de faire une équipe de fous. Il y a Salah qui est sur la table, il y a Lewandowski qui est sur la table, qui voudrait quitter. Il y a énormément de choses. Il y a Anthony, il y a Rafinha, il y a Gnabry. Certes, il demande des grosses sommes, mais ça peut toujours être rediscuté. Ça sera toujours moins coûteux qu'aller dépenser 30, 40 millions comme 40 millions net ou brut, je sais pas, 40 millions net c'est ce que City offre, 40 millions net. Donc 80 millions brut, c'est énorme. Donc on peut pas mettre autant d'argent sur un salaire juste dans ce joueur. C'est pas possible, c'est pas intelligent. Maintenant que l'on ne prenne pas, le mercato sera énorme parce qu'il y aura énormément de fair play créé déjà sans signer le CVC, sans signer les sponsoring. On a signé avec Spotify. Sans ça, déjà avec les départs de Coutinho et Trincao, on aura suffisamment de fair play financier pour pouvoir se faire des achats comme des Rafinha, comme des Anthony, comme on aura suffisamment de fair play. Vous comprenez? On a imaginé qu'on signe encore le CVC. On aura suffisamment de marge pour faire un top mercato, même sans Haaland. Maintenant, moi, je continuerai de penser qu'il faut prendre ce Haaland-là parce que comme je vous ai dit, en plus du football, c'est une image marketing. Pour un FC Barcelone, on a besoin de ce genre de joueur générationnel. Maintenant, si on n'arrive pas à le prendre, ça sera pas la fin du monde. Alors, dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous comptez, vous ne gérez que par Haaland, vous voulez que Haaland ou un autre joueur vous arrangerez? Dites-moi si vous pensez à un autre numéro 9. Moi, j'aime bien le numéro 9 de l'Ajax. Dites-moi en commentaire si vous avez un numéro 9 en particulier au cas où on n'arrive pas à prendre Haaland. Et dites-moi en commentaire quel sera votre 11 de rêve, les gars. On s'attrape un peu plus tard. D'ici là, prenez soin de vous et comme d'habitude. Ciao.